Le crépuscule descendait sur la ville, enveloppant les tours de verre et d'acier dans une lumière dorée qui semblait promettre des fortunes à ceux qui osaient les saisir. Dans le bureau situé au 43e étage de la tour Montclair, Alexandre Durmont, président-directeur général de l'empire financier qui portait son nom, observait ce spectacle avec l'indifférence de celui qui a depuis longtemps cessé de s'émerveiller devant ce que l'argent peut offrir. Il était de ces hommes dont la richesse se mesurait non plus en millions, mais en dizaines de millions, et dont l'influence s'étendait bien au-delà des salles de conseil d'administration. Son visage, taillé dans une beauté froide et patricienne, ne trahissait rien des tempêtes intérieures qui auraient pu agiter un cœur moins endurci par les triomphes et les conquêtes du monde des affaires. Ce soir-là, pourtant, une contrariété inhabituelle marquait ses traits. Un document, arrivé le matin même de Tokyo, gisait sur son bureau en acajou massif. Rédigé en japonais, il contenait des clauses essentielles pour la conclusion d'un accord qui devait rapporter à sa société plusieurs centaines de millions d'euros. Son traducteur habituel, un homme méticuleux qu'il payait grassement pour sa disponibilité absolue, avait eu l'audace de tomber malade. Malade, comme si la maladie était une excuse acceptable dans le monde impitoyable où évoluait Alexandre. Il avait contacté 3 agences de traduction, toutes incapables de lui fournir un traducteur qualifié avant 48 heures. 48 heures qu'il ne possédait pas. Les Japonais attendaient sa réponse pour le lendemain midi, et il savait que leur patience, polie mais inflexible, ne souffrirait aucun délai. Il se leva de son fauteuil ergonomique qui avait coûté plus cher qu'une voiture de luxe, et se dirigea vers la baie vitrée qui offrait une vue panoramique sur Paris. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer, constellations terrestres qui reflétaient l'agitation perpétuelle de millions d'existences dont la plupart lui étaient aussi étrangères que les étoiles elles-mêmes. Il n'avait jamais eu le temps ni l'inclination de se mêler au commun des mortels. Né dans l'opulence, éduqué dans les meilleures institutions, il avait gravi les échelons du pouvoir avec la détermination d'un conquérant et l'absence de scrupules d'un joueur d'échecs qui ne voit dans les pièces que des instruments dépourvus de valeur intrinsèque. Les employés qui travaillaient dans son entreprise n'étaient à ses yeux que des rouages interchangeables, et il ne connaissait par leur nom que ceux qui occupaient des postes de direction. Les autres, cette masse anonyme de subalternes, n'existaient pour lui qu'à travers les chiffres qu'ils généraient et les tâches qu'ils accomplissaient. La porte de son bureau s'ouvrit, sans qu'il eût entendu frapper. Il se retourna, prêt à réprimander l'intrus avec cette sécheresse cassante dont il usait pour maintenir la discipline, mais se contenta d'un haussement de sourcils, irrité, en reconnaissant l'une des femmes de ménage. Elle était entrée, poussant devant elle un chariot chargé de produits d'entretien et d'aspirateurs, manifestement inconsciente qu'elle violait le sanctuaire d'un homme dont le temps valait, littéralement, plusieurs milliers d'euros par heure. C'était une femme d'une trentaine d'années, peut-être un peu plus, vêtue de l'uniforme gris et anonyme de la société de nettoyage qui s'occupait des locaux en dehors des heures de bureau. Ses cheveux châtains, tirés en un chignon strict, révélaient un visage aux traits délicats mais marqué par une fatigue qui parlait de longues journées et de nuits tout trop courtes. Elle portait ce fardeau invisible que portent tous ceux qui doivent travailler dur pour gagner modestement leur vie, cette dignité silencieuse que les privilégiés ne remarquent jamais parce qu'ils n'ont jamais eu à la cultiver eux-mêmes. Elle s'arrêta net en l'apercevant, et une lueur d'embarras traversa son regard. Alexandre nota distraitement qu'elle avait des yeux d'un gris vert inhabituel, comme la mer un jour d'orage, mais cette observation s'effaça aussitôt devant son agacement. Il n'avait pas l'habitude de se trouver au bureau à cette heure tardive, et manifestement elle non plus n'avait pas l'habitude de le rencontrer. Un moment de silence tendu s'installa entre eux, ce silence particulier qui souligne l'abîme social, séparant ceux qui commandent de ceux qui servent. Elle ouvrit la bouche pour s'excuser, sans doute pour annoncer qu'elle reviendrait plus tard, mais il l'interrompit d'un geste impatient de la main. Il avait des préoccupations autrement plus importantes que les horaires de nettoyage. « Vous parlez japonais ?» La question jaillit de ses lèvres avant même qu'il eût pleinement conscience de la prononcer, fruit d'une impulsion née de la frustration et du désespoir qu'il refusait de s'avouer. C'était une question absurde, il le savait. Quelle probabilité existait-il qu'une femme de ménage maîtrisât une langue aussi complexe et rare? Et pourtant, dans l'état d'esprit où il se trouvait, même cette probabilité infinitésimale méritait d'être explorée. Il avait bâti sa fortune en saisissant les opportunités les plus improbables, en pariant là où d'autres n'auraient vu que folie, et quelque chose dans son cerveau toujours en alerte lui soufflait de tenter cette question ridicule.
La femme le regarda avec une expression de surprise tellement authentique qu'elle en devenait presque comique. Ses yeux s'élargirent légèrement, et il vit passer sur son visage ce mélange de confusion et d'incrédulité qu'inspirent les questions venues de nulle part. Elle devait le prendre pour un fou, ou peut-être pour un homme si déconnecté de la réalité qu'il était incapable de comprendre à quel point sa question était déplacée. Et peut-être avait-elle raison. Peut-être que des années passées à vivre dans une bulle de privilèges l'avaient rendu aussi aveugle aux réalités du monde que ces aristocrates d'autrefois qui s'étonnaient que le peuple n'eût pas de pain et proposaient de manger de la brioche. Oui, monsieur, répondit-elle finalement d'une voix douce mais claire, une voix qui portait l'accent de quelqu'un qui a appris à parler le français comme langue maternelle, mais y avait superposé les inflexions d'autres idiomes. Je parle japonais. Alexandre resta figé, comme frappé par la foudre. De toutes les réponses qu'il avait anticipées, celle-ci était la dernière à laquelle il s'était attendu. Il la dévisagea avec une intensité nouvelle, voyant soudain non plus une employée anonyme et insignifiante, mais une énigme qui venait de se présenter devant lui sous les traits les plus inattendus. Une femme de ménage qui parlait japonais? C'était aussi improbable qu'un mendiant sachant piloter un avion. Et pourtant, quelque chose dans la façon dont elle avait prononcé ces mots, avec une assurance tranquille dépourvue de toute vantardise, lui fit comprendre qu'elle ne mentait pas et ne cherchait pas à l'impressionner. « Vous parlez japonais », répéta-t-il lentement comme pour s'assurer qu'il avait bien entendu et que son esprit fatigué ne lui jouait pas des tours. « Vraiment ? Oui, monsieur », confirma-t-elle avec un léger hochement de tête, ses mains jointes devant elle dans une posture qui évoquait une politesse japonaise plus qu'une servilité française. « J'ai vécu à Kyoto pendant 7 ans. 7 ans à Kyoto. » L'information flotta dans l'air entre eux, lourde de questions non posées et d'histoires non racontées. Comment une femme qui avait vécu 7 ans dans l'ancienne capitale impériale du Japon se retrouvait-elle à nettoyer les bureaux d'une tour parisienne? Quelle péripétie de l'existence, quelle tragédie ou quelles erreurs l'avaient fait choir de ce qui devait avoir été une vie différente vers cette condition modeste? Alexandre n'était pas homme à s'apitoyer sur les destins individuels, mais il était homme à reconnaître une opportunité quand elle se présentait, même sous les apparences les plus improbables. Il retourna à son bureau d'un pas vif et saisit le document qui était la source de ses tourments. Les caractères japonais s'alignaient sur les pages, avec cette élégance calligraphique qui transforme l'écriture en art, mais qui pour lui n'était qu'un code indéchiffrable cachant des informations vitales. Il se tourna vers la femme qui n'avait pas bougé et l'observait avec une expression prudente, comme un animal qui sent le danger sans pouvoir en identifier la nature exacte. « Je te donne mon salaire si tu traduis ça », dit-il brusquement, brandissant le document vers elle avec un geste qui tenait plus de l'ordre que de la proposition. Il avait utilisé le tutoiement sans y penser, cette habitude des puissants qui établit d'emblée la hiérarchie et rappelle à l'interlocuteur sa place dans l'ordre des choses. Son salaire. Il n'avait même pas pensé à combien cette femme pouvait gagner. 1 ou 2 000 euros par mois. Moins encore, peut-être, si elle travaillait à temps partiel pour la société de nettoyage. Une somme dérisoire pour lui, qui dépensait plus en une soirée au restaurant, mais qui devait représenter pour elle la différence entre la survie et une existence légèrement plus confortable. Il connaissait le pouvoir de l'argent, savait comment il pouvait transformer les gens, les faire plier, les faire danser au bout d'un fil invisible, mais solide comme l'acier. La femme ne bougea pas immédiatement. Ses yeux allèrent du document à lui, puis revinrent au document, et il vit dans ce regard une intelligence en train de calculer, d'évaluer, de peser des options que lui-même ne pouvait qu'imaginer. Ce n'était pas le regard avide qu'il avait vu tant de fois chez ceux qui étaient prêts à vendre leur âme pour de l'argent, ni le regard soumis de ceux qui acceptent tout par peur de perdre ce peu qu'ils possèdent. C'était quelque chose de différent, quelque chose qui ressemblait presque à de la méfiance mêlée à une curiosité qu'elle tentait de dissimuler. « Votre salaire, monsieur ?» demanda-t-elle doucement, et il y avait dans sa voix une note qui aurait pu être de l'ironie si elle avait été prononcée par quelqu'un d'un rang social, suffisant pour se permettre de l'ironie face à un homme de son calibre. « Je ne suis pas certaine de comprendre. Mon salaire mensuel », précisa-t-il avec une impatience croissante, comme si l'évidence de sa proposition aurait dû frapper n'importe qui doué d'un minimum d'intelligence. « Si tu traduis ce document avant demain midi, je te verse l'équivalent de mon salaire mensuel. Cash, virement, comme tu préfères. » Il ne lui vint pas à l'esprit de mentionner que son salaire mensuel s'élevait à 150 000 euros, somme à laquelle s'ajoutaient des bonus qui pouvaient multiplier ce montant par 10 ou plus selon les performances de l'entreprise.
Pour lui, c'était un détail sans importance. L'argent était son langage, l'outil qu'il maniait avec la maestria d'un virtuose, et il supposait que la simple mention de son salaire suffirait à faire comprendre à cette femme l'ampleur de l'offre. 150 000 € pour une nuit de travail. C'était plus que ce que la plupart des gens gagnaient en plusieurs années, plus que ce que cette femme gagnerait probablement dans toute sa vie si elle continuait à pousser son chariot de nettoyage dans les couloirs déserts des tours de bureau. La femme resta silencieuse un long moment, si long qu'Alexandre commença à s'impatienter. Avait-elle seulement conscience de ce qu'il lui proposait? Comprenait-elle l'opportunité incroyable qui venait de se présenter à elle comme un cadeau tombé du ciel? Ou était-elle simplement trop stupide pour saisir l'aubaine? Non, décida-t-il, en observant son visage pensif. Elle n'était pas stupide. Il y avait dans ses traits une finesse, une délicatesse de perception qui démentait l'uniforme qu'elle portait et le balai qu'elle tenait. Cette femme avait une histoire qu'il ne connaissait pas et qui, pour la première fois depuis des années, éveilla en lui quelque chose qui ressemblait vaguement à de la curiosité pour un être humain autre que lui-même. « C'est un contrat important ?» demanda-t-elle finalement, et sa question le surprit par sa pertinence. Elle ne demandait pas combien il gagnait, ne cherchait pas à négocier un montant plus élevé comme l'auraient fait tant de gens avides et calculateurs. Elle voulait savoir ce qu'elle traduirait, comprendre l'importance de la tâche qu'on lui confiait. C'était une approche si différente de ce à quoi il était habitué qu'il ne sut d'abord comment répondre. « Très important », admit-il après une brève hésitation. « Un accord avec une société japonaise. Des millions en jeu. Tu n'as pas besoin de connaître les détails, juste de traduire le document avec précision. Chaque mot compte, chaque nuance. Si tu te trompes, je perds l'affaire. Tu comprends ? » « Je comprends », répondit-elle, et elle fit un pas vers lui, tendant la main pour prendre le document. Ses doigts, il le nota distraitement, étaient fins et élégants malgré les traces de travail manuel, des mains qui avaient peut-être autrefois tenu autre chose que des serpillières et des chiffons. « Mais vous ne savez pas qui je suis ?» Cette remarque le figea. « Vous ne savez pas qui je suis ?» C'était vrai, il ne savait rien d'elle, pas même son nom. Elle n'était qu'une silhouette anonyme parmi la cohorte d'employés invisibles qui maintenait le fonctionnement de son empire sans qu'il leur accordât jamais une pensée. Et pourtant, il s'apprêtait à lui confier un document dont dépendait une transaction de plusieurs centaines de millions d'euros, à placer entre ses mains une responsabilité qu'il n'aurait confiée qu'à ses collaborateurs les plus proches et les plus éprouvés. C'était de la folie pure. Mais c'était aussi une folie née du désespoir et de l'absence d'alternative. Et Alexandre Durmont était assez pragmatique pour reconnaître quand il n'avait pas le choix. « Non », admit-il avec une franchise brutale, « je ne sais pas qui tu es, ton nom, ton histoire, rien. Mais j'ai besoin de cette traduction, et tu es la seule personne disponible qui prétend pouvoir le faire. Alors, oui ou non ?» Elle le regarda longuement, et dans ce regard il vit défiler des pensées qu'il ne pouvait déchiffrer, des calculs qui n'avaient rien à voir avec l'argent, des considérations qui échappaient à sa compréhension de rentier du monde moderne. Puis, lentement, un sourire effleura ses lèvres, un sourire si subtil qu'il aurait pu passer inaperçu s'il n'avait pas été si intensément concentré sur elle. Ce n'était pas un sourire de soumission, ni de gratitude servile. C'était quelque chose de plus complexe, quelque chose qui ressemblait à de l'amusement mêlé à une touche de défi. « Mon nom est Élise Nakamura », dit-elle tranquillement, prenant enfin le document de ses mains. « Eh oui, monsieur Durmont, je vais traduire votre document. Élise Nakamura. » Le nom flotta dans l'air du bureau comme une révélation inattendue, portant en lui l'écho de deux mondes que tout semblait devoir séparer. Alexandre le répéta mentalement, goûtant les syllabes avec cette attention particulière qu'il réservait d'ordinaire au nom des adversaires redoutables ou des partenaires influents. Nakamura, un nom japonais. Voilà qui expliquait en partie le mystère de cette femme, qui nettoyait les sols mais parlait la langue du soleil levant. Une Française d'origine japonaise? Une Japonaise naturalisée? Ou quelque chose de plus complexe encore, un de ces destins hybrides que forge la mondialisation et que lui-même, dans sa tour d'ivoire, n'avait jamais pris le temps de considérer autrement que comme des statistiques démographiques dans des rapports de marché? Il se ressaisit rapidement, chassant ses pensées parasites qui n'avaient aucune utilité pratique dans la situation présente. Ce qui importait n'était pas l'histoire de cette femme, aussi intrigante fût-elle, mais sa capacité à résoudre le problème qui le tourmentait depuis des heures. Il consulta sa montre, un chronographe suisse dont le prix aurait pu nourrir une famille pendant un an.
21h15. Les Japonais attendaient sa réponse pour midi le lendemain, ce qui lui laissait, compte tenu du décalage horaire, environ 19 heures pour obtenir la traduction, l'analyser, préparer sa réponse et la transmettre. C'était juste, terriblement juste, mais c'était faisable si cette Elise Nakamura était aussi compétente qu'elle semblait le prétendre. « Tu as un endroit où travailler ?» demanda-t-il brusquement, désignant d'un geste vague l'immensité de ses bureaux privés. « Tu peux utiliser la table de réunion là-bas. Il y a tout ce qu'il faut. Ordinateur, imprimante, connexion Internet. Je reste ici. Je dois être disponible quand tu auras fini. » Élise hocha la tête sans un mot et se dirigea vers la table de réunion qu'il avait indiquée, une longue surface de verre poli entourée de fauteuils en cuir qui avait été le théâtre de négociations âpres et de décisions pesant des millions. Elle y déposa le document avec un soin presque cérémonial, puis se tourna vers lui avec une expression où se lisait une détermination tranquille qui força son respect malgré lui. Il y avait chez cette femme quelque chose qui défiait les apparences, une force intérieure qui contrastait singulièrement avec la modestie de sa condition et l'humilité de ses vêtements de travail. « Avant de commencer ?» dit-elle d'une voix posée qui ne trahissait aucune nervosité malgré l'énormité de la tâche qu'on venait de lui confier. « J'ai besoin de savoir certaines choses. Ce document, c'est un contrat de quel type? Commercial? Technologique? Financier? Le contexte est important pour la précision de la traduction. Les Japonais utilisent différents registres de langue selon les situations, et une erreur de niveau pourrait changer complètement le sens de certaines clauses. » Alexandre la regarda avec un étonnement renouvelé. Cette question démontrait une compréhension de la traduction qui allait bien au-delà de la simple conversion mécanique de mots d'une langue à une autre. Elle avait raison, évidemment. Le japonais était une langue d'une subtilité redoutable, où le choix des formes de politesse et des niveaux de langage pouvait transformer une phrase apparemment anodine en acceptation contractuelle ou en refus poli. Il avait suffisamment négocié avec des partenaires japonais pour savoir que leur communication reposait sur un système de code culturel infiniment plus complexe que le français direct, et sans détour, qu'il pratiquait lui-même. C'est un accord de joint-venture dans le secteur des technologies vertes, expliqua-t-il, décidant qu'un minimum d'informations était nécessaire pour garantir la qualité du travail. Nous développons des systèmes de stockage d'énergie révolutionnaires, et ils ont l'expertise en matière de miniaturisation et de production de masse. L'accord porte sur le partage des brevets, les investissements respectifs et la distribution des bénéfices futurs. C'est technique par moment, juridique dans d'autres sections. Tu penses pouvoir gérer? Je pense, oui, répondit-elle simplement, et il y avait dans cette simplicité une assurance qui en disait long sur ses capacités réelles. J'ai travaillé comme interprète et traductrice pour plusieurs entreprises technologiques à Tokyo. Pas à ce niveau, sans doute, mais je connais le vocabulaire technique et juridique. Ça ira. Interprète et traductrice pour des entreprises technologiques à Tokyo. Une pièce supplémentaire du puzzle venait de se mettre en place, mais, au lieu de clarifier l'image globale, elle ne faisait qu'approfondir le mystère. Comment une femme qui avait exercé une profession aussi qualifiée, et probablement bien rémunérée dans la capitale économique du Japon, se retrouvait-elle à nettoyer des bureaux à Paris? Quelle chute, quelle catastrophe personnelle ou professionnelle avait provoqué une telle dégringolade? Alexandre se surprit à vouloir poser la question, puis se retint. Ce n'était pas le moment. Peut-être n'y aurait-il jamais de moment. Les existences des gens ordinaires n'étaient ni pas son affaire, et satisfaire sa curiosité passagère ne changerait rien au résultat de cette nuit inhabituelle. Il retourna à son bureau et se plongea dans d'autres dossiers, d'autres urgences qui réclamèrent son attention. Mais il découvrit rapidement qu'il était incapable de se concentrer comme il le faisait d'habitude. Son regard dérivait continuellement vers la table de réunion où Élise travaillait, penchée sur le document avec une intensité qui transformait son visage. Elle avait sorti d'on ne savait où un petit carnet et un stylo, et prenait des notes avec des gestes précis et méthodiques. De temps à autre, elle s'arrêtait, fixait le plafond comme pour y chercher le mot juste, puis reprenait son travail avec une énergie renouvelée. Il y avait dans sa posture quelque chose de familier, quelque chose qui lui rappelait lui-même quand il était jeune et affamé de succès, avant que la réussite ne vînt émousser cette faim primitive qui pousse les hommes à se dépasser. Les heures s'égrenèrent lentement dans le silence du bureau. La ville autour d'eux s'était endormie, ou du moins avait adopté ce rythme nocturne particulier, où seuls restent éveillés ceux qui travaillent, ceux qui font la fête, et ceux que tourmente l'insomnie ou l'inquiétude. De sa fenêtre, Alexandre pouvait voir les lumières des autres tours,
Ces phares dans la nuit urbaine où d'autres cadres supérieurs s'acharnaient, sans doute sur leurs propres urgences, prisonniers volontaires d'une ambition qui ne dort jamais. Il avait toujours aimé ces heures tardives, ce sentiment d'appartenir à une élite qui sacrifiait son repos pour façonner le monde. Mais ce soir, pour la première fois depuis longtemps, cette solitude lui pesait d'une façon inhabituelle. À minuit, il se leva et se dirigea vers le coin du bureau où trônait une machine à café italienne dernier cri, un de ces appareils qui coûtent une fortune et produisent d'un espresso qui rivalise avec celui des meilleurs cafés romains. Il prépara 2 tasses sans vraiment réfléchir à ce geste, mu par une impulsion de courtoisie qui le surprit lui-même. Il n'avait pas l'habitude de partager quoi que ce soit avec ses employés, encore moins avec ceux qui occupaient les échelons les plus bas de la hiérarchie. Mais quelque chose dans cette nuit étrange, dans cette situation improbable, semblait suspendre les règles habituelles qui gouvernaient ses interactions sociales. Il s'approcha de la table de réunion et déposa une des tasses près d'Élise. Elle sursauta légèrement, manifestement absorbée par son travail au point d'avoir oublié sa présence. Leurs regards se croisèrent, et il vit dans ses yeux une lueur de surprise, suivie d'une reconnaissance silencieuse pour ce petit geste. Elle murmura un merci à peine audible, et saisit la tasse avec un soulagement évident. Ses mains tremblaient légèrement, nota-t-il, non de nervosité mais de fatigue. Cette femme avait probablement travaillé toute la journée avant de commencer son service de nettoyage, et voilà qu'on exigeait d'elle qu'elle accomplit une tâche intellectuellement exigeante qui aurait mis à l'épreuve même un traducteur professionnel reposé et bien nourri. « Ça avance » demanda-t-il, plus pour rompre le silence que par réel besoin d'information. Il pouvait voir qu'elle progressait, que les pages manuscrites s'empilaient régulièrement sur le côté, couvertes d'une écriture fine et régulière qui témoignait d'une éducation soignée. « Oui » répondit-elle, en prenant une gorgée de café, et un sourire fugace étira ses lèvres. « C'est un bon café, meilleur que ce que je bois d'habitude. » Cette remarque, si simple et si sincère, créa entre eux un instant de connexion humaine qui prit Alexandre au dépourvu. Quand avait-il eu pour la dernière fois une conversation normale avec quelqu'un? Une conversation qui ne portait ni sur les affaires ni sur les stratégies de pouvoir, mais sur ces petites choses banales qui constituent l'essence de l'existence quotidienne. Il ne s'en souvenait pas. Sa vie était devenue une succession ininterrompue de négociations, de calculs, de manœuvres tactiques, où chaque mot prononcé avait une intention cachée, et chaque silence était une forme de communication. « Tu as l'air de savoir ce que tu fais », dit-il maladroitement, ne sachant pas vraiment comment mener ce genre de conversation décontractée dont il avait perdu l'habitude. « Où as-tu appris à traduire ?» Élise reposa sa tasse et le regarda avec une expression difficile à déchiffrer. Il y avait dans ses yeux cette profondeur que l'on trouve chez ceux qui ont vécu plus que leur âge apparent ne le suggère, qui ont connu des joies et des peines que les privilégiés comme lui ne pouvaient qu'imaginer abstraitement. Elle sembla hésiter un instant, comme si elle pesait ce qu'elle pouvait ou voulait révéler à cet homme puissant, qui était pour elle un étranger complet, malgré l'étrange intimité de cette nuit partagée dans un bureau désert. « J'ai étudié la linguistique à la Sorbonne », finit-elle par dire, et dans sa voix perçait une note de nostalgie pour un passé qui devait lui sembler appartenir à une autre vie. Puis j'ai obtenu une bourse pour continuer mes études à l'université de Kyoto. C'était il y a 10 ans. J'avais 23 ans et je croyais que le monde m'appartenait. Comme beaucoup de jeunes, j'imagine. 10 ans. Elle avait donc 33 ans, même si la fatigue et le travail manuel lui en donnaient parfois quelques-uns de plus. Linguistique à la Sorbonne, études à Kyoto. C'était le parcours d'une jeune femme brillante et ambitieuse. Le genre de trajectoire qui devait normalement mener à une carrière réussie dans la traduction de haut niveau, ou l'enseignement universitaire, pas à pousser un chariot de nettoyage dans les tours de bureaux parisiennes. Le contraste était si violent qu'Alexandre ne put s'empêcher de demander ce qu'il s'était résolument interdit de demander quelques heures plus tôt. « Et comment es-tu passé de l'université de Kyoto à... ça ?» Il désigna d'un geste vague l'uniforme gris qu'elle portait, conscient que sa question était indiscrète mais incapable de réfréner sa curiosité. Un voile passa sur le visage d'Élise, obscurcissant momentanément l'éclat de ses yeux. Elle détourna le regard et fixa la tasse de café entre ses mains, comme si elle y cherchait la force de répondre, ou peut-être la permission de ne pas répondre. Alexandre regretta instantanément sa question. Qui était-il pour exiger qu'elle dévoilât les blessures et les échecs qui avaient jalonné son existence? Lui qui gardait ses propres secrets avec une vigilance jalouse, qui avait construit autour de sa vie privée des murailles aussi hautes et impénétrables que celles de ses coffres forts. Quel droit avait-il d'exiger la transparence d'une femme qu'il ne connaissait pas?
Je me suis mariée là-bas, dit-elle finalement d'une voix si basse qu'il dut se pencher pour l'entendre. Avec un professeur de l'université, Kenji, nous avions un appartement à Kyoto, une vie confortable. Pas riche mais confortable. Je travaillais comme traductrice freelance, principalement pour des entreprises françaises qui voulaient pas s'implanter au Japon. C'était une belle vie. Puis Kenji est tombé malade. Cancer du pancréas, diagnostiqué à un stade avancé. Il est mort 8 mois plus tard. Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans un puits, lourds du poids de la souffrance qu'ils évoquaient. Alexandre resta silencieux, ne sachant que dire face à une tragédie aussi personnelle et profonde. Il avait l'habitude de gérer des crises d'entreprise, des effondrements de marché, des faillites spectaculaires, mais la douleur humaine brute, la perte intime et dévastatrice d'un être aimé, c'était un territoire qu'il n'avait jamais exploré. Ses propres parents étaient morts quand il était adolescent, dans un accident d'avion, et il avait réagi à cette perte en se blindant émotionnellement, en transformant sa tristesse en carburant pour son ambition démesurée. Il avait appris à ne plus ressentir, à ne plus s'attacher, à considérer les relations humaines comme des transactions où l'investissement émotionnel était toujours une faiblesse potentielle. Les dettes médicales ? Continua Élise comme si elle avait besoin d'aller au bout de son récit maintenant qu'elle l'avait commencé, ont tout englouti. Ses parents étaient âgés, sans ressources. J'ai vendu l'appartement, les meubles, tout ce que nous avions construit ensemble. Mais ce n'était pas suffisant. J'ai dû rentrer en France. Je pensais pouvoir repartir de zéro, retrouver du travail comme traductrice. Mais les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Les agences voulaient des références récentes, des spécialisations que je n'avais pas, une disponibilité que je ne pouvais pas offrir parce que je devais accepter n'importe quel travail pour payer mes factures. Et puis la dépression est venue. J'ai perdu des contrats. J'ai perdu ma crédibilité. J'ai tout perdu. Elle s'arrêta, respira profondément comme pour refouler les émotions qui menaçaient de déborder. Alexandre voyait maintenant les fissures dans son armure, les cicatrices invisibles mais réelles que laissent les coups répétés du destin. Cette femme avait été brisée par la vie, réduite à une fraction de ce qu'elle aurait dû être, et pourtant elle était là, assise dans son bureau en pleine nuit, luttant pour accomplir une tâche qui dépassait de loin ce qu'on pouvait attendre d'une femme de ménage. Il y avait dans cette résilience quelque chose qui forçait l'admiration, même chez un homme aussi endurci que lui. Le travail de nettoyage, ajouta-t-elle avec un petit rire sans joie, c'est stable, ça paie les factures. Personne ne me demande mon CV ni mes références. Je viens, je nettoie, je pars. C'est simple, sûr. Et ça me laisse l'esprit libre pour ne pas penser. C'est parfois tout ce qu'on peut demander à la vie. Le silence retomba entre eux, mais c'était un silence différent de celui qui avait marqué le début de cette étrange nuit. Alexandre se sentait déstabilisé par ce qu'il venait d'entendre, par la brutalité crue de cette histoire qui démontrait combien la vie pouvait être cruelle et injuste même pour ceux qui faisaient tout correctement. Élise avait suivi les règles, avait travaillé dur, s'était mariée par amour, avait construit une existence décente. Et tout cela avait été anéanti par un coup du sort, une maladie qui ne respectait ni le mérite ni l'effort. C'était le genre d'injustice qui aurait dû le laisser indifférent, car il avait toujours cru que les forts survivaient et les faibles périssaient, mais quelque chose en lui se rebellait contre cette explication facile. « Je suis désolé », dit-il finalement, et ces mots lui semblèrent terriblement inadéquats face à l'ampleur de ce qu'elle avait enduré. « Pour ta perte, pour tout ça. Merci », répondit-elle simplement. Et elle se remit au travail, tournant une page du document japonais avec un geste qui signalait clairement qu'elle ne voulait plus parler de ces choses douloureuses. Alexandre comprit le message et retourna à son bureau, mais il ne parvint pas à reprendre son travail. Ses pensées tournaient en rond, perturbées par cette conversation qui avait ouvert une brèche dans l'édifice soigneusement construit de son indifférence aux autres. Il réalisa soudain, avec un choc qui lui donna presque le vertige, qu'il ne savait rien des vies de tous ces gens qui travaillaient pour lui. Il connaissait leurs titres de poste, leurs performances professionnelles, leurs salaires, mais leurs histoires, leurs luttes, leurs tragédies personnelles. Rien. Ils n'étaient pour lui que des instruments, des moyens pour atteindre ses fins, des rouages interchangeables dans la machine de son empire. Et maintenant, face à cette femme qui était censée être invisible et insignifiante, il découvrait qu'il y avait derrière chaque uniforme, derrière chaque visage anonyme, une complexité humaine qu'il avait toujours choisi d'ignorer. Cette prise de conscience le troublait profondément, ébranlant des certitudes qu'il n'avait jamais pensé remettre en question. Il avait construit sa vie sur le principe que la sentimentalité était une faiblesse, que s'intéresser aux autres au-delà de leur utilité pratique
était une perte de temps et d'énergie. Mais maintenant, regardant Élise travailler avec cette détermination silencieuse qui parlait de dignité préservée malgré toutes les humiliations de l'existence, il se demandait s'il n'avait pas sacrifié quelque chose d'essentiel sur l'autel de son succès. L'aube se leva lentement sur Paris, drapant la ville dans ces teintes roses et grises qui précèdent le lever complet du soleil. Alexandre, qui n'avait pas dormi de la nuit, observait ce spectacle familier avec des yeux différents, comme si quelque chose dans sa perception du monde s'était imperceptiblement déplacé durant ces heures étranges. Il avait passé la nuit à travailler mécaniquement sur d'autres dossiers, mais son esprit revenait continuellement à la femme assise à sa table de réunion, penchée sur des pages couvertes de caractères japonais et de notes françaises, accomplissant avec une ténacité admirable une tâche que personne n'aurait pu prédire qu'elle accomplirait jamais. Vers 6 heures du matin, Élise se leva enfin, étirant son dos avec une grimace de douleur qui trahissait les heures passées dans la même position. Elle rassembla les pages qu'elle avait noircies de son écriture soignée et s'approcha du bureau d'Alexandre avec une expression où se mêlait l'épuisement et quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction du travail accompli. Ses yeux étaient cernés, ses cheveux s'échappèrent de leur chignon strict et son uniforme portait les marques du labeur nocturne, mais il y avait dans son maintien une dignité qui démentait son apparence fatiguée. « C'est terminé », annonça-t-elle en déposant la traduction devant lui. 47 pages. J'ai fait 3 versions pour les passages les plus ambigus, avec des notes expliquant les nuances culturelles qui pourraient affecter l'interprétation. Les Japonais ont utilisé un langage très formel dans certaines sections, ce qui suggère qu'ils considèrent ces clauses comme particulièrement importantes. J'ai marqué ces passages en rouge. Il y a aussi quelques points où le texte juridique français ne correspond pas exactement au concept japonais. J'ai fourni des explications détaillées pour ces cas. Alexandre prit les pages et commença à les parcourir, son regard professionnel scannant rapidement le contenu. Même sans être traducteur, il pouvait reconnaître un travail de qualité quand il en voyait un. La traduction était claire, précise, organisée avec une attention méticuleuse aux détails. Les notes en marge démontraient une compréhension non seulement de la langue, mais aussi du contexte culturel et commercial dans lequel s'inscrivait le document. C'était le travail d'une véritable professionnelle, pas celui d'une amatrice qui aurait tenté sa chance. Il réalisa avec un choc que cette femme qu'il avait trouvée en train de nettoyer ses bureaux possédait des compétences qui dépassaient peut-être celles de son propre traducteur habituel. « C'est excellent, dit-il, et ces mots lui coûtèrent peu car ils correspondaient à la simple vérité. Vraiment excellent. Tu as fait un travail remarquable. » Un sourire fatigué mais authentique illumina le visage d'Élise, transformant momentanément ses traits fatigués en quelque chose de lumineux et presque beau. C'était le sourire de quelqu'un qui entend enfin une reconnaissance qu'elle n'a pas reçue depuis longtemps, qui voit son talent reconnu après des mois ou des années passées à accomplir des tâches qui ne requéraient qu'une fraction de ses capacités réelles. Alexandre se sentit inexplicablement ému par ce sourire, touché d'une manière qu'il ne comprenait pas entièrement et qui le mettait mal à l'aise par sa nouveauté même. « Merci », dit-elle simplement. « Ça fait longtemps que je n'avais pas traduit quelque chose d'aussi complexe. C'était agréable, en fait, de me rappeler que je sais encore faire ça. » Alexandre se leva et se dirigea vers le coffre-fort dissimulé derrière un panneau de bois précieux dans son bureau. Il composa le code avec des gestes précis et en sortit une épaisse liasse de billets qu'il gardait toujours là pour les situations d'urgence. 150 000 € en coupures de 500 et de 200 €. Une somme absurde à garder en liquide, mais qui reflétait sa manie de contrôle et son besoin de toujours avoir accès à des ressources immédiates. Il compta les billets avec soin, en fit plusieurs paquets bien nets et les déposa sur le bureau devant Élise. « Voilà mon salaire mensuel, comme promis, » dit-il en désignant l'argent. 150 000 €. Tu les as gagnés. Élise regarda l'argent et devint très pâle. Ses yeux allèrent des billets à Alexandre, puis revinrent aux billets, comme si elle ne pouvait croire ce qu'elle voyait. Ses mains se mirent à trembler, et pour un instant terrible, Alexandre crut qu'elle allait s'effondrer. Il fit un pas vers elle, prêt à la rattraper si elle tombait, mais elle se ressaisit en s'appuyant contre le bord du bureau. Quand elle leva finalement les yeux vers lui, il vit qu'ils étaient brillants de larmes qu'elle retenait avec un effort visible. « Je ne peux pas », murmura-t-elle d'une voix étranglée. « C'est trop, beaucoup trop. Une traduction, même complexe, ne vaut pas une telle somme. Je pensais que votre salaire mensuel était de quelques milliers d'euros, pas ça. Une promesse est une promesse, » répliqua Alexandre avec une fermeté qui ne souffrait aucune discussion. «
J'ai dit que je te donnerais mon salaire si tu traduisais le document. Tu l'as fait. L'argent est à toi. Ce que je gagne ou ne gagne pas, ce que tu penses que ton travail vaut ou ne vaut pas, c'est sans importance. J'ai donné ma parole. Il y avait dans sa voix une note d'acier qui révélait l'un des rares principes absolus auxquels il adhérait encore. Alexandre Durmont était beaucoup de choses, dont certaines peu flatteuses, mais il était un homme de parole. Dans le monde impitoyable des affaires où il évoluait, la réputation de fiabilité était plus précieuse que l'or, et il avait bâti la sienne sur la certitude que quand il s'engageait sur quelque chose, il tenait cet engagement quoi qu'il lui en coûtât. C'était une des rares valeurs que lui avait transmises son père avant de mourir, un des seuls héritages immatériels qu'il chérissait encore. Élise le regarda longuement, et il vit dans son regard toute une gamme d'émotions qu'il ne pouvait qu'identifier approximativement. Incrédulité, gratitude, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir fragile, et aussi une forme de peur, comme si elle craignait que tout ceci ne fût qu'un rêve cruel dont elle allait se réveiller. Elle tendit une main hésitante vers les billets, la retira, puis la tendit à nouveau comme pour vérifier que l'argent était réel, et non une hallucination née de sa fatigue extrême. « Je ne sais pas quoi dire », avoua-t-elle finalement. « Cette somme, c'est plus que ce que je gagne en 10 ans de travail. C'est de quoi rembourser toutes mes dettes, de quoi recommencer, de quoi retrouver un appartement décent, de quoi me former à nouveau, de quoi vivre. Simplement vivre sans cette peur constante de ne pas pouvoir payer le loyer ou l'électricité. » Alexandre sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine en entendant ces mots. Cette femme brillante et compétente vivait dans une précarité telle qu'elle devait craindre de ne pouvoir payer ses factures les plus basiques. Elle gagnait si peu que 150 000 € représentaient 10 années de salaire. C'était une réalité qu'il connaissait intellectuellement, bien sûr. Il savait que des millions de gens vivaient avec des revenus dérisoires, que la pauvreté n'était pas une abstraction, mais une expérience quotidienne pour une large partie de la population. Mais savoir quelque chose abstraitement, et le voir incarné dans une personne réelle, dans une femme qu'il avait passé la nuit à observer travailler, c'était différent. C'était bouleversant d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. « Alors prends-le », dit-il avec une douceur inhabituelle, « et recommence. Tu as du talent, un vrai talent. Tu ne devrais pas le gaspiller à nettoyer des bureaux. Pas que ce soit un travail honteux, mais ce n'est pas ce pour quoi tu es faite. Tu le sais. Je le sais, admit-elle en essuyant discrètement une larme qui avait réussi à s'échapper malgré son contrôle. Mais savoir et pouvoir faire quelque chose à ce sujet, ce sont deux choses différentes. Quand on est tout en bas, il est très difficile de remonter. Chaque jour qui passe rend la remontée plus difficile. On perd ses contacts, ses compétences s'érodent, la confiance disparaît, et puis il y a la honte d'avoir échoué, la honte de demander de l'aide, la honte d'admettre qu'on n'y arrive pas seul. Ces paroles résonnèrent en Alexandre d'une façon étrange. Il avait toujours méprisé la faiblesse, considérant que ceux qui échouaient n'avaient qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Mais maintenant, écoutant Élise décrire la spirale descendante de la précarité, il comprenait que son jugement avait été simpliste et cruel. La vie n'était pas seulement une question de mérite et d'effort. Il y avait la chance, les circonstances, les accidents du destin qui pouvaient briser même les plus forts. Et il y avait aussi le système, cette structure sociale qui rendait extrêmement difficile pour ceux qui tombèrent de se relever, qui transformait un revers temporaire en condamnation permanente. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda-t-il, surpris de découvrir qu'il se souciait réellement de la réponse. Élise rassembla les liasses de billets avec des gestes prudents, comme si elle manipulait quelque chose de fragile et de précieux qui pourrait se briser ou disparaître à tout moment. Elle les rangea dans son sac avec un soin infini, vérifiant 2 fois que tout était bien là, que ce n'était pas une erreur ou une mauvaise plaisanterie. Puis, elle regarda Alexandre avec une expression de détermination mêlée de reconnaissance qui transforma complètement son visage fatigué. « D'abord, je vais dormir, » dit-elle avec un petit rire qui sonnait presque normal. « Ensuite, je vais prendre rendez-vous avec un conseiller financier pour gérer cet argent correctement. Je vais rembourser mes dettes, trouver un logement décent, acheter des vêtements professionnels, refaire mon CV, contacter les agences de traduction, peut-être suivre quelques formations pour actualiser mes compétences, et puis, je vais essayer de reconstruire ce que j'ai perdu. Pas tout, on ne récupère jamais tout, mais une partie, une vie qui me ressemble à nouveau. Et ton travail de nettoyage ? Demanda Alexandre, conscient que sa question était probablement superflue. Je vais démissionner, répondit-elle fermement.
avec respect et reconnaissance parce que ce travail m'a permis de survivre quand je n'avais rien d'autre. Mais je ne peux pas rester là en sachant que j'ai maintenant les moyens de faire mieux. Ce serait gaspiller cette chance incroyable que vous venez de me donner. Vous, elle était revenue au vouvoiement, rétablissant la distance sociale qui avait momentanément disparu durant leur conversation nocturne. Alexandre nota ce changement avec un pincement qu'il n'aurait su nommer. Durant quelques heures, ils avaient été simplement deux êtres humains partageant un espace et un objectif commun, les barrières de classe et de statut temporairement dissoutes par la nécessité et la fatigue. Mais maintenant, avec l'argent échangé et la transaction complétée, ils redevenaient ce qu'ils avaient toujours été, un PDG millionnaire et une femme de ménage, deux personnes séparées par un abîme social que 150 000 € ne suffiraient pas à combler vraiment. « Bien », dit-il simplement, ne sachant pas quoi ajouter face à cette femme qui s'apprêtait à quitter son bureau et probablement sa vie pour toujours. « Je te souhaite bonne chance, et merci encore pour la traduction. »« Tu m'as sauvé. »« Non, monsieur Durmont, » répondit-elle en se dirigeant vers la porte avec son sac contenant une fortune qui allait transformer son existence. « C'est vous qui m'avez sauvé. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous venez de me rendre quelque chose que j'avais perdu. Pas seulement l'argent, même si l'argent est important et que je ne vais pas prétendre le contraire, mais vous m'avez rappelé que j'ai de la valeur, que mes compétences comptent, que je suis plus que la somme de mes échecs et de mes malheurs. Ça, c'est un cadeau qui n'a pas de prix. » Elle ouvrit la porte et s'apprêtait à partir quand Alexandre l'appela impulsivement. « Élise ». Elle se retourna, surprise d'entendre son prénom dans sa bouche. Il s'approcha d'elle et sortit de sa poche une carte de visite qu'il lui tendit. C'était sa carte personnelle, celle qu'il ne donnait qu'à un cercle très restreint de contacts importants, celle qui comportait son numéro de portable privé et son email direct, sans passer par les filtres de ses assistants. « Si jamais tu as besoin de quelque chose », dit-il maladroitement, conscient que ses mots sonnaient creux mais incapable de trouver mieux. « Ou si tu cherches un contrat de traduction. J'ai des relations. Je pourrais peut-être aider. » Élise prit la carte et la regarda avec une expression indéchiffrable. Puis elle leva les yeux vers lui, et il y vit quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Elle sourit, un sourire triste et sage qui en disait long sur ce qu'elle pensait des promesses des hommes riches et puissants. « Merci », dit-elle doucement. « Je garderai cette carte. Qui sait, peut-être que nos chemins se recroiseront. » Et elle partit, refermant doucement la porte derrière elle, laissant Alexandre seul dans son bureau immense avec la traduction qui allait sauver son accord de plusieurs centaines de millions d'euros et un sentiment de vide qu'il ne s'expliquait pas. Il retourna vers la fenêtre et regarda le soleil qui se levait complètement maintenant, baignant Paris dans une lumière dorée qui semblait promettre un nouveau commencement. Quelque part en bas, dans les rues qui s'éveillaient, Élise Nakamura marchait avec un sac contenant plus d'argent qu'elle n'en avait jamais possédé, se dirigeant vers un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé possible quelques heures auparavant. Alexandre Durmont, président-directeur général d'un empire financier, homme habitué à contrôler, à dominer, à gagner, se surprit à espérer qu'elle réussirait. Il se surprit à se soucier du devenir d'une femme qu'il ne connaissait pas vraiment, qu'il ne reverrait probablement jamais, mais qui avait réussi en une seule nuit à fissurer l'armure d'indifférence qu'il avait passé des années à construire autour de son cœur. C'était une sensation inconfortable, perturbante, presque effrayante dans sa nouveauté. Mais c'était aussi, il devait l'admettre dans le secret de ses pensées, la première chose en longtemps qui le faisait se sentir pleinement humain. Les jours suivants s'écoulèrent dans leur rythme habituel. L'accord avec les Japonais fut conclu avec succès grâce à la traduction impeccable d'Élise, rapportant à son entreprise exactement les centaines de millions qu'il avait anticipés. Alexandre reçut les félicitations de son conseil d'administration, signa les contrats appropriés et ajouta un nouveau triomphe à sa longue liste de victoires commerciales. Tout était revenu à la normale, ou du moins, en apparence. Mais quelque chose avait changé en lui, subtilement mais irréversiblement. Quand il croisait maintenant les employés de nettoyage dans les couloirs, il ne les regardait plus de la même façon. Il se surprenait à se demander quelles histoires se cachaient derrière ces uniformes. Quel talent gaspillé, quelle tragédie silencieuse, quels rêves abandonnés. Il commença à remarquer les noms sur les badges, à hocher la tête en signe de reconnaissance quand il passait près d'eux. Rien de révolutionnaire, rien qui changerait fondamentalement la structure de pouvoir qui gouvernait son entreprise, mais quelque chose néanmoins. Un début de conscience, peut-être, une fissure dans le mur.
3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit étrange qui avait marqué Alexandre d'une manière qu'il refusait encore d'examiner trop attentivement. L'automne avait cédé la place à l'hiver, et Paris s'était paré de son manteau gris et froid, cette atmosphère mélancolique que seuls les amoureux de la ville trouvent romantique, tandis que les autres y voient simplement la misère du climat. Alexandre continuait sa vie comme avant, enchaînant les réunions, les négociations, les triomphes et les défaites mineures qui constituaient le quotidien d'un homme au sommet de son pouvoir. Mais quelque chose en lui s'était imperceptiblement déplacé, comme une fêlure dans un vase qui reste invisible, jusqu'au moment où elle le fait se briser complètement. Il n'avait plus eu de nouvelles d'Élise Nakamura. La carte de visite qu'il lui avait donnée était restée sans réponse, et il s'était surpris plusieurs fois à vérifier son téléphone en espérant un message qui ne venait jamais. C'était ridicule, bien sûr. Elle avait probablement jeté la carte ou l'avait rangée dans un tiroir en se disant qu'elle n'aurait jamais besoin de contacter un homme comme lui. Pourquoi l'aurait-elle fait d'ailleurs? Elle avait son argent, sa chance de recommencer. Elle n'avait aucune raison de maintenir un lien avec un patron arrogant qu'il avait trouvé en train de nettoyer ses bureaux et lui avait lancé un défi aussi absurde qu'insultant. Et pourtant, il pensait à elle, trop souvent pour son confort. Il se demandait si elle avait réussi à reconstruire sa vie, si elle avait retrouvé du travail dans son domaine, si les 150 000 € avaient été suffisants pour briser le cycle de précarité dans lequel elle était tombée. Il imaginait parfois, dans ces moments de rêverie qu'il s'autorisait rarement, qu'elle avait ouvert sa propre agence de traduction, qu'elle prospérait, qu'elle était heureuse. Ces pensées lui procuraient une satisfaction étrange dont il ne savait que faire. Ce matin-là de février, alors qu'une pluie froide fouettait les vitres de son bureau et que le ciel semblait avoir décidé de ne jamais plus laisser passer la lumière, sa secrétaire l'informa qu'une certaine Madame Nakamura demandait à le voir. Alexandre sentit son cœur faire un bond inexplicable dans sa poitrine, réaction qu'il trouva aussi embarrassante qu'inappropriée. Il ordonna qu'on la fît entrer immédiatement, abandonnant sans hésitation la réunion téléphonique qu'il était en train de mener avec des investisseurs de Singapour. Quand la porte s'ouvrit, il faillit ne pas la reconnaître. La femme qui entra dans son bureau n'avait plus rien de la silhouette fatiguée et anonyme qui poussait un chariot de nettoyage 3 mois auparavant. Élise portait un tailleur élégant de couleur marine qui épousait parfaitement sa silhouette mince, des chaussures de qualité qui claquaient avec assurance sur le parquet, et ses cheveux étaient coiffés en un chignon sophistiqué qui soulignait la finesse de ses traits. Mais ce qui frappait le plus, ce n'était pas la transformation vestimentaire. C'était quelque chose dans son maintien, dans la façon dont elle se tenait droite et regardait le monde sans crainte, dans l'assurance tranquille qui émanait d'elle comme un parfum invisible, mais puissant. Elle avait retrouvé sa dignité, cette chose intangible mais essentielle que la pauvreté et l'humiliation lui avaient volée. « Monsieur Durmont », dit-elle en s'avançant vers lui avec un sourire qui illuminait son visage, « je suis désolé de vous déranger sans rendez-vous. J'espère que vous pouvez m'accorder quelques minutes. »« Élise », répondit-il en se levant précipitamment, conscient qu'utiliser son prénom établissait une familiarité qui dépassait peut-être les limites du professionnalisme, mais incapable de se résoudre à l'appeler Madame Nakamura. « Bien sûr, tout le temps que tu veux. Assieds-toi, je t'en prie. » Elle prit place dans un des fauteuils face à son bureau, croisant ses jambes avec une grâce naturelle, et Alexandre se rassit en s'efforçant de ne pas montrer à quel point sa présence le perturbait. Il y avait tant de questions qu'il voulait poser, tant de choses qu'il voulait savoir, mais il attendit patiemment qu'elle parlât la première, respectant son rythme et son agenda. « Je voulais vous remercier », commença-t-elle, et sa voix portait cette même qualité douce mais claire qu'il se souvenait d'avoir remarqué lors de leur première rencontre. « Pour ce que vous avez fait il y a 3 mois, pour avoir tenu votre promesse alors que vous auriez pu facilement la renier une fois la traduction terminée, pour m'avoir donné une chance que personne d'autre ne m'aurait donnée. Tu l'as mérité, » répliqua Alexandre avec une sincérité qui le surprit lui-même. La traduction était excellente. J'ai obtenu l'accord que je voulais. Nous étions quittes. Non, dit-elle en secouant doucement la tête. Nous n'étions pas quittes. Vous m'avez donné bien plus qu'un salaire pour un travail accompli. Vous m'avez redonné confiance en moi. Vous m'avez rappelé que j'avais de la valeur, que je n'étais pas condamné à rester au fond du trou où j'étais tombé. C'est un cadeau qui va au-delà de l'argent, même si l'argent a été absolument essentiel pour me permettre de recommencer. Alexandre sentit une chaleur étrange se répandre dans sa poitrine, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était. De la fierté peut-être, mais pas la fierté froide et calculatrice de ses succès financiers. Quelque chose de plus doux, de plus humain,
La satisfaction de savoir qu'il avait fait une différence réelle dans la vie de quelqu'un, qu'il avait été l'instrument d'un changement positif qui n'avait rien à voir avec les profits et les pertes. « Alors qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il, se penchant en avant avec un intérêt qu'il ne chercha pas à dissimuler. « Tu as l'air différente, dans le bon sens. » Un sourire radieux éclaira le visage d'Élise, un sourire qui transformait complètement ses traits et la faisait paraître à la fois plus jeune et plus vivante qu'il ne l'avait jamais vue. « J'ai fait exactement ce que j'avais dit que je ferais, » répondit-elle avec une fierté évidente. « J'ai remboursé toutes mes dettes, chaque euro que je devais. C'était une sensation extraordinaire, presque enivrante, de pouvoir enfin fermer tous ces dossiers qui me hantaient depuis des années. Puis j'ai trouvé un appartement décent dans le 11e arrondissement. Pas grand, pas luxueux, mais propre et lumineux et à moi. J'ai acheté des meubles, des livres, des vêtements professionnels. Je me suis inscrite à des formations de mise à niveau en traduction technique et juridique. Et puis j'ai contacté les agences. Et, encouragea Alexandre, suspendu à ces paroles d'une manière qui aurait semblé absurde à quiconque l'aurait observé. Et ça a marché au-delà de mes espérances, continua-t-elle, les yeux brillants d'une joie qui faisait plaisir à voir. Une des grandes agences de traduction spécialisées dans les langues asiatiques m'a embauché presque immédiatement quand ils ont vu mon CV actualisé et mes références de Kyoto. Ils ont vérifié mes compétences avec des tests rigoureux et j'ai excellé. J'ai commencé comme traductrice freelance pour eux, puis ils m'ont proposé un poste permanent il y a 2 semaines. Directrice du département japonais. Un vrai salaire, des responsabilités, une équipe à gérer. C'est comme si j'avais récupéré la vie que j'avais perdue, mais en mieux, parce que maintenant, je sais ce que c'est de tout perdre, et je n'ai plus peur de la même façon. Alexandre se cala dans son fauteuil, observant cette femme qui incarnait une transformation qu'il n'aurait jamais cru possible en si peu de temps. 3 mois. Il n'avait fallu que 3 mois et une opportunité pour qu'elle remontât des profondeurs de la précarité vers une existence stable et respectable. Cela disait quelque chose de profond sur le système dans lequel il vivait, sur la façon dont le talent et la compétence pouvaient être gaspillés par pur manque de moyens, sur l'injustice fondamentale d'un monde où une seule mauvaise fortune pouvait condamner quelqu'un à une déchéance permanente. « Je suis content pour toi, dit-il. » Et ces mots simples portaient un poids de sincérité qu'il exprimait rarement. « Vraiment content. Tu mérites ce succès. C'est en partie pour ça que je suis venu, » dit Élise, et il y avait maintenant dans sa voix une note de sérieux qui attira son attention. « Pour vous remercier, oui, mais aussi pour vous proposer quelque chose. »« Me proposer quelque chose ?» répéta Alexandre, intrigué. Élise sortit de son sac un dossier élégant qu'elle déposa sur le bureau entre eux. Sur la couverture était inscrit le nom d'une société dont Alexandre n'avait jamais entendu parler, Pont Linguistique, SARL. « Voilà ce que j'ai fait avec une partie de l'argent que vous m'avez donné, » expliqua-t-elle en ouvrant le dossier pour révéler des documents officiels d'enregistrement d'entreprise. « J'ai créé ma propre société de traduction et d'interprétariat, spécialisée dans les langues asiatiques et les contextes d'affaires interculturels. C'est petit pour l'instant, juste moi et 2 autres traducteurs que j'ai recrutés. Mais nous avons déjà plusieurs clients réguliers. Mon travail à l'agence me permet de payer les factures courantes et de constituer une sécurité financière, mais Pont Linguistique, c'est mon projet, mon rêve. C'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis mes études à Kyoto. Créer un pont entre les cultures, aider les entreprises à naviguer dans les subtilités de la communication interculturelle. » Alexandre prit le dossier et l'examina avec l'œil expert d'un homme d'affaires qui a évalué des milliers de propositions commerciales au cours de sa carrière. Les documents étaient impeccablement préparés, le business plan était solide et réaliste, la structure financière était saine. Ce n'était pas le projet fumeux d'une rêveuse déconnectée de la réalité, mais l'entreprise bien pensée de quelqu'un qui comprenait à la fois son domaine d'expertise et les réalités du marché. « C'est impressionnant », admit-il après avoir parcouru les pages principales. « Vraiment impressionnant. Tu as fait tout ça en 3 mois ? J'ai travaillé jour et nuit, » répondit-elle avec un haussement d'épaules qui minimisait l'effort colossal que cela avait dû représenter. « Quand on a une seconde chance, on ne la gaspille pas. Mais je ne suis pas venu vous montrer ça pour me vanter. Je suis venu vous faire une proposition commerciale. »« Une proposition commerciale », répéta Alexandre, de plus en plus intrigué par cette femme qui ne cessait de le surprendre. « Votre entreprise fait des affaires avec l'Asie ?» dit Élise en se penchant légèrement en avant. Ses yeux gris-vert fixés sur lui, avec une intensité qui rappelait à Alexandre celle des négociateurs les plus habiles qu'il avait rencontrés. Japon,
Chine, Corée, probablement d'autres pays aussi. Vous avez besoin de traducteurs et d'interprètes compétents, de gens qui comprennent non seulement la langue mais aussi la culture, les codes de communication, les subtilités qui peuvent faire la différence entre un accord réussi et un malentendu coûteux. Mon agence peut vous fournir ces services avec une garantie de qualité que peu peuvent égaler. Alexandre se renversa dans son fauteuil, un sourire jouant sur ses lèvres. C'était donc ça. Elle n'était pas venue simplement pour le remercier ou lui montrer sa réussite. Elle était venue en femme d'affaires, avec une proposition concrète qui servait ses intérêts autant que les siens. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant dans cette approche, dans cette absence de sentimentalisme qui réduisait leur relation à un calcul émotionnel. Elle le traitait en égal, en partenaire commercial potentiel, pas en bienfaiteur à aduler ou en créancier moral à qui elle devait une dette éternelle. « Tu es en train de me vendre tes services », constata-t-il avec une pointe d'amusement dans la voix. « Exactement », confirma-t-elle sans la moindre gêne. « Je ne crois pas à la charité. Je ne veux pas que vous m'engagiez par pitié ou par obligation morale. Je veux que vous m'engagiez parce que mon entreprise peut vous fournir les meilleurs services de traduction et d'interprétariat asiatique disponibles sur le marché parisien. Je veux gagner votre confiance professionnelle, pas votre sympathie. » Cette franchise brutale fit rire Alexandre, un rire authentique qui résonna étrangement dans le bureau habituellement marqué par la tension et le calcul. Il aimait cette approche directe, cette absence de faux-semblants. Élise Nakamura avait appris quelque chose d'essentiel durant sa chute et sa remontée. La fierté et l'indépendance valaient plus que la gratitude servile. Elle ne voulait pas être son obligée, elle voulait être sa partenaire. C'était une distinction que peu de gens comprenaient, mais qu'Alexandre respectait profondément. « Très bien, » dit-il en refermant le dossier. « Voilà ce que je te propose. Je vais te donner un contrat d'essai. 3 mois. Durant cette période, ton agence s'occupera de toutes nos traductions et interprétations concernant le Japon, la Chine et la Corée. Si tu es aussi bonne que tu le prétends, si ton travail atteint les standards que j'exige, alors nous signerons un contrat à long terme, avec des tarifs corrects, pas de favoritisme mais pas de sous-paiement non plus. Un vrai partenariat commercial. Ça te convient ? » Le visage d'Élise s'illumina d'une joie si pure qu'elle semblait presque enfantine, et pour un instant Alexandre entrevit la jeune femme qu'elle avait dû être avant que la vie ne la marquât de ses coups durs. Elle se leva d'un bond, tendit la main vers lui par-dessus le bureau, et il la serra avec une fermeté qui scellait plus qu'un accord commercial. C'était une reconnaissance mutuelle, un respect réciproque qui transcendait les différences de fortune et de statut. « Ça me convient parfaitement », dit-elle avec une voix vibrante d'émotion contenue. « Vous ne serez pas déçu, monsieur Durmont, je vous le promets. » « Alexandre, » corrigea-t-il impulsivement, « si nous allons travailler ensemble, autant abandonner les formalités excessives. Appelle-moi Alexandre. » Elle le regarda avec surprise, puis sourit de ce sourire qui transformait son visage. « Alors appelez-moi Élise. Juste Élise. » Les mois qui suivirent furent marqués par une collaboration qui dépassa toutes les attentes d'Alexandre. Pont Linguistique se révéla être exactement ce qu'Élise avait promis. Une agence de traduction d'une qualité exceptionnelle, capable de gérer les projets les plus complexes avec une précision et une compréhension culturelle, qui impressionnèrent même les partenaires asiatiques les plus exigeants de Durmont International. Les négociations avec les entreprises japonaises devinrent plus fluides. Les malentendus culturels qui avaient parfois créé des frictions disparurent, et plusieurs accords qui auraient pu échouer furent conclus avec succès grâce à l'intervention experte d'Élise et de son équipe. Mais au-delà du succès professionnel, quelque chose d'autre se développait entre Alexandre et Élise, quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé et que tous deux tentèrent de nier avec plus ou moins de succès. Leurs réunions professionnelles s'éternisaient souvent au-delà du nécessaire, dérivant vers des conversations qui n'avaient rien à voir avec les contrats et les traductions. Ils découvraient qu'ils partageaient une vision similaire du monde, une intelligence aiguë tempérée par une compréhension croissante des limites du pouvoir et de l'argent. Alexandre trouvait en Élise une interlocutrice qui le challengeait intellectuellement d'une manière que ses pairs du monde des affaires n'avaient jamais fait, tandis qu'Élise découvrait sous la carapace du PDG impitoyable un homme plus complexe et plus vulnérable qu'elle ne l'avait imaginé. Un soir de printemps, alors qu'il terminait une longue journée de préparation pour une importante délégation japonaise qui devait visiter l'entreprise la semaine suivante, Alexandre fit quelque chose d'inhabituel. Au lieu de simplement la remercier et de la laisser partir comme il l'avait fait des dizaines de fois auparavant, il lui proposa de dîner avec lui.
pas dans un restaurant chic où les hommes d'affaires scellent leurs accords autour de plats coûteux et de vins millésimés, mais dans un petit bistrot du quartier qu'il avait découvert récemment, et dont la simplicité authentique l'avait séduit. Élise accepta après une brève hésitation, et ils se retrouvèrent assis l'un face à l'autre dans ce lieu modeste, où personne ne le reconnaissait, et où ils pouvaient simplement être deux personnes partageant un repas. La conversation coula naturellement, passant du professionnel au personnel sans qu'aucun des deux ne remarquât vraiment la transition. Ils parlèrent de tout et de rien, de leurs enfances respectives si différentes, mais marquées toutes deux par la perte précoce, de leurs rêves d'autrefois et de ceux qui leur restaient, de la solitude particulière des âmes blessées, qui ont appris à se protéger en se tenant à distance du monde.